Alors, la fois dernière, je m'étais arrêté au plan local d'urbanisme et je vous ai expliqué que depuis la loi Duflot de 2014, donc le principe, c'est que le PLU est élaboré, est une compétence des intercommunalités. Alors, c'est obligatoire avant même la loi Duflot pour les métropoles et les communautés urbaines. Et ça devient le principe pour les communautés d'agglomération et les communautés de communes, mais une minorité de conseils municipaux peut s'opposer au passage au PLU intercommunal. Alors, je n'avais pas les chiffres, je ne crois pas vous les avoir donnés la fois dernière. Je pense il y a de plus en plus de PLU intercommunaux, mais je n'ai pas les chiffres exacts. Je dirais la moitié comme ça des PLU qui sont intercommunaux, mais je ne m'engage pas parce que je n'ai pas les chiffres, il faudrait que je vérifie. Alors, je vois maintenant dans les différents passages, différents paragraphes, je vois les différentes étapes que doit traverser le PLU pour être finalement adopté. Donc, dans le paragraphe 2, je vois, c'est la première étape en fait, c'est la délibération, puisque dans le premier paragraphe, j'ai vu la compétence des intercos. Donc, paragraphe 2, la délibération prescrivant l'élaboration du PLU. C'est comme ça que ça commence. C'est-à-dire le conseil municipal ou le conseil de l'intercommunalité, si la compétence a été transférée, eh bien, vote une délibération qui prescrit l'élaboration du PLU si la commune n'en avait pas, ou l'interco, ou sa révision, qui est une procédure assez lourde, je la verrai après. Et dans cette délibération donc, qui prescrit l'élaboration du PLU, eh bien, la collectivité va préciser les objectifs qui sont poursuivis, pourquoi décide-t-on d'adopter un PLU, et les modalités de concertation. La concertation est prévue à l'article L103-3 du Code de l'urbanisme, et je l'avais dit, je suis le plan du Code de l'urbanisme, mais au début du cours, quand j'ai vu ces principes directeurs du Code de l'urbanisme, qui sont dans les articles L101 et suivants, j'avais dit, bah, je n'ai pas tout à fait respecté le plan. Il y a plusieurs, il y a deux ou trois chapitres de la partie préliminaire qui sont consacrés à la participation du public. Alors j'en ai vu. J'ai vu notamment l'évaluation environnementale, j'ai vu les aspects de participation, mais je n'avais pas vu la concertation parce que je savais que je la reverrais au moment de la discussion, la présentation du PLU. Donc, dans cette délibération qui prescrit l'adoption d'un PLU, eh bien, la collectivité doit définir les modalités de concertation, c'est-à-dire des modalités qui vont permettre au public de prendre conscience du document qui doit être adopté, qui va être adopté, enfin, pourquoi on lance la procédure et comment on peut associer la population à l'élaboration de ce document. Alors, une précision, c'est que un long délai séparant donc, un long délai séparant la délibération qui prescrit l'élaboration du PLU et la délibération, celle que je vois à la fin, qui adopte le PLU, c'est la dernière phase de la procédure, le conseil municipal, après différentes étapes, adopte le PLU, eh bien, même si c'est écoulé un long délai entre la première délibération, celle que je suis en train de voir, et la dernière, cela ne rend pas illégal le PLU adopté. Vous voyez, je peux citer un arrêt du Conseil d'État du 29 juillet 2020 Conseil d'État 29 juillet 2020, numéro 428 158. C'est un arrêt qui est mentionné dans les tables du recueil Lebon, 29 juillet 2020. C'est le conseil municipal qui, en 2015, conseil municipal d'Aix-en-Provence, qui en 2015 approuve le PLU. C'est la dernière étape que je verrai à la fin. Et un habitant donc conteste cette délibération de 2015 au motif que 13 ans se sont écoulés, 13 ans, depuis la délibération prescrivant l'élaboration d'un PLU. Et donc, il dit, ça n'a plus de sens. 13 ans se sont écoulés entre les deux délibérations. Eh bien, le Conseil d'État rejette l'argument. L'écoulement de ce délai, de ce long délai, ne rend pas illégal en soi le PLU finalement adopté. Alors, autre précision, c'est un arrêt du Conseil d'État du 5 mai 2017, Conseil d'État 5 mai 2017, numéro 388 902, 5 mai 2017, 388 902. C'est un arrêt qui est publié au recueil Le Bon. Publié au recueil Le Bon.
celui qui attaque la délibération approuvant le PLU, c'est-à-dire la délibération que je verrai à la fin, celui qui attaque la délibération adoptant le PLU, approuvant le PLU, ne peut pas invoquer l'illégalité de la délibération prescrivant l'adoption d'un nouveau PLU. Vous êtes dans l'affaire d'Aix-en-Provence tout à l'heure, à l'instant. L'habitant attaque la délibération de 2015 qui approuve le PLU. Il ne peut pas soutenir que cette délibération de 2015 est illégale au motif que la délibération prescrivant le PLU qui a été adoptée 13 ans avant, 2001, est elle-même illégale. Ce n'est pas possible d'obtenir l'annulation de la dernière délibération en soulevant l'illégalité de la première. Cependant, toute personne intéressée, en particulier les habitants, les propriétaires, toute personne intéressée peut obtenir l'annulation du PLU, de la délibération approuvant le PLU, celle que je vois à la fin, peut obtenir l'annulation en soutenant que la commune n'a pas respecté les modalités de concertation qu'elle avait arrêtées. Alors, il y a une distinction qui est faite, hein, et cette distinction, d'ailleurs, est faite dans le code. C'est le code qui le dit, ça. Alors, je ne sais plus quel est l'article. Ça me reviendra peut-être. Ça doit être un des articles qui définit la concertation. Mais, vous voyez, vous ne pouvez pas contester le PLU, la délibération approuvant le PLU en soutenant que la concertation a été insuffisante. Les modalités de concertation arrêtées sont insuffisantes pour associer pleinement le public. Ça, ce n'est pas un argument recevable. Si vous voulez le contester, eh bien, le propriétaire doit le faire en attaquant la délibération prescrivant le PLU, prescrivant l'adoption d'un PLU. Et voilà, vous avez pris une délibération qui prescrit l'adoption d'un PLU et vous arrêtez les modalités de la concertation, j'estime qu'elles sont insuffisantes au regard des exigences de l'article L103-2. Ça, c'est recevable. Mais 5 ans, 6 ans, 13 ans plus tard, il n'est pas possible d'attaquer la délibération approuvant le PLU en soutenant que les modalités de concertation étaient insuffisantes. En revanche, et c'est un peu logique, il est possible de contester la délibération approuvant le PLU en soutenant que la commune ou l'interco n'a pas respecté les modalités de concertation qu'elle avait arrêtées. Ça, vous ne pouviez pas l'attaquer, puisqu'on ne pouvait pas le savoir, en attaquant la délibération prescrivant l'adoption du PLU. Le fait que la commune avait arrêté les modalités de concertation qu'elle n'a pas respectées. C'est en pratique qu'on s'aperçoit que ça n'a pas été respecté. Eh bien, il est possible d'attaquer la délibération approuvant le PLU en soutenant que la commune n'a pas, ou l'interco n'a pas respecté les modalités de concertation qu'elle avait arrêtées. Alors, qu'est-ce que c'est la concertation? C'est l'article L103-3 qui nous le dit. Article L103-3. Voilà ce que dit cet article. Les modalités de la concertation permettent, pendant une durée suffisante et selon des moyens adaptés, au regard de l'importance et des caractéristiques du projet, au public, donc permettre au public d'accéder aux informations relatives au projet et aux avis auxquels ces dispositions sont applicables, et notamment le PLU, et de formuler des observations et propositions qui sont enregistrées et conservées par l'autorité compétente. Ça, c'est l'article, c'est pas l'article L103-3, c'est l'article L103-4. Les modalités de la concertation permettent, pendant une durée suffisante et selon des moyens adaptés au regard de l'importance et des caractéristiques du projet, au public d'accéder aux informations. On leur présente le document relatif au projet, aux avis requis par etc., c'est notamment le PLU, et de formuler, le public, des observations et propositions qui sont enregistrées et conservées par l'autorité compétente. Et je vous le disais, donc, si la commune ne respecte pas les modalités de concertation qu'elle avait arrêtées, eh bien, cela peut entraîner l'annulation du PLU finalement adopté. En revanche, la délibération approuvant le PLU ne peut pas être annulée au motif que les modalités de concertation arrêtées au départ étaient insuffisantes. Exemple, alors non, l'autre exemple que je vais donner, c'est, imaginons, et ça me permettra de vous donner des exemples de concertation,
si par exemple, la commune, si la commune, à l'inverse de ce que je viens de vous dire, organise une modalité de concertation non prévue dans la délibération prescrivant l'adoption du PLU. Donc, elle organise une concertation supplémentaire à celle qu'elle avait prévue dans la délibération. Eh bien, cela n'entraîne l'annulation du PLU. Vous voyez, elle a fait plus que ce qu'elle avait dit. Alors que moi, pour l'instant, je n'ai vu que l'hypothèse vous l'a fait moins que ce qu'elle avait dit. Eh bien, si la commune donc, a organisé une concertation supplémentaire à celle qu'elle avait prévue dans la délibération initiale, cela n'entraîne l'annulation du PLU que si cette concertation supplémentaire a eu des effets sur le PLU adopté. Donc, ça n'entraîne pas l'annulation, sauf si on démontre que ça a eu un effet important. Je vous donne un exemple. C'est un arrêt du Conseil d'État du 25 novembre 2015. Donc, Conseil d'État 25 novembre 2015, numéro 372 659. 372 659, c'est mentionné dans l'étape du recueil Lebon. Et alors, dans cette affaire, le conseil municipal, donc dans la délibération prescrivant l'adoption du PLU, donc le conseil municipal d'une ville qui s'appelle Cazedarnes, a prévu des modalités de concertation. Quelles sont-elles? Mise à la disposition d'un registre d'information au public, mise à disposition d'un registre d'information, d'un registre dans lequel le public pourra faire part de ses observations, information du public par un bulletin, c'est-à-dire que périodiquement, elle dit, voilà, 3 fois par an ou 2 fois par an, eh bien, le temps de l'élaboration du PLU, le conseil municipal, la commune va diffuser un bulletin sur l'état d'avancement du projet. Et une journée d'information. Donc, le maire, le service compétent, le bureau d'études dit, voilà, on fait une journée d'information ouverte au public dans lequel on va lui présenter, à l'occasion de laquelle on va lui présenter le projet. Et puis, il y a une permanence d'élus, mise en place d'une permanence des élus, où les gens vont pouvoir venir discuter, dire, je ne comprends pas, là, vous avez décidé d'étendre la zone urbaine de 25 hectares, comment ça se fait, etc. Voilà les modalités de concertation, vous voyez. Registre, information par un bulletin, permanence d'élus et organisation d'une journée publique. C'est en général ça, la concertation, ces éléments-là. Et il apparaît que, à propos d'une zone agricole, le conseil municipal envisage donc d'étendre ou de créer une zone, pas de créer sans doute, mais d'étendre une zone agricole. Et le maire a organisé une concertation non prévue avec les agriculteurs et les viticulteurs. Il a décidé de les recevoir individuellement à propos de la délimitation de cette zone agricole. Donc, il y a un habitant qui attaque le PLU en soutenant, c'est original, que la commune n'a pas respecté les modalités de concertation qu'elle avait arrêtées dans la délibération prescrivant le PLU, non pas en restant en deçà, comme c'est fréquemment le cas, vous verrez, il y a du contentieux régulier, mais en allant au-delà. Elle a fait tout ce qu'elle avait prévu, plus cette réunion, cette audience donnée par le maire aux agriculteurs et viticulteurs. Eh bien, le Conseil d'État juge que la Cour administrative d'appel aurait dû s'assurer que cette modalité supplémentaire de concertation a eu un effet sur le PLU adopté. Je suppose que la Cour administrative d'appel, je n'ai pas l'arrêt sous les yeux, mais avait annulé, tout simplement parce qu'il y avait eu une concertation non prévue. Et le Conseil d'État censure son arrêt en disant, non, vous auriez dû vérifier que cette modalité supplémentaire a eu un effet sur le sens de la décision. À l'inverse, je dois dire, je donne un peu de jurisprudence ici, alors qu'il y a une jurisprudence régulière. Si vous allez dans Légifrance, tous les ans, vous trouverez des arrêts sur un propriétaire ne peut pas attaquer le PLU finalement adopté en soutenant que la concertation était insuffisante, mais il peut soutenir que la collectivité n'a pas respecté les modalités de concertation qu'elle avait arrêtées. Eh bien, le juge va quand même vérifier l'effet utile des différents éléments. Et il dira, bon, ouais, c'est vrai, il était prévu 4 réunions, et la commune n'en a tenu que 3, mais compte tenu de l'état du projet, l'omission d'une réunion n'a pas eu d'effet sur le PLU adopté, il n'y a pas annulation. Il faudrait, pour avoir une vision plus précise, regarder toute cette jurisprudence qui est assez régulière. Autre élément, mais qui est finalement en lien avec tout ce que je viens de vous dire, on peut par exemple citer un arrêt de la Cour administrative d'appel de Versailles. Cour administrative d'appel de Versailles, 24 juin 2022.
24 juin 2022, numéro 20 VE Versailles 02 520, 20 VE 02 520. Et dans cet arrêt, la Cour administrative juge que, donc la Cour administrative juge qu'il n'est pas possible d'obtenir l'annulation du PLU en soutenant que la délibération qui prescrit l'élaboration du PLU, la première étape donc il n'est pas possible d'obtenir l'annulation du PLU finalement adopté, en soutenant que la délibération qui a prescrit l'adoption du PLU n'a pas été correctement publiée. Donc, elle ne présente pas, vous voyez, elle n'a pas un caractère, elle n'était pas exécutoire. Eh bien, la Cour administrative juge qu'il est possible d'attaquer cette délibération prescrivant éventuellement, mais ce n'est pas ce qu'a fait le justiciable, il a attaqué la délibération finale, mais il n'est pas possible d'obtenir l'annulation du PLU finalement adopté en soutenant que la première délibération n'avait pas été correctement publiée. Troisième paragraphe, qui est en fait la deuxième étape d'élaboration du PLU, puisque la première, c'était le rappel de la collectivité compétente, je le rappelle. Troisième point, donc le débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durable, PADD. Je l'ai présenté dans les différents éléments du PLU. Donc le débat sur les orientations du PADD, projet d'aménagement et de développement durable, avec un S à durable. Donc l'article 153-12, dispose que un débat a lieu au sein de l'organe délibérant, la commune, le conseil municipal, le conseil de l'EPCI, selon que la compétence a été ou pas transférée. Donc un débat a lieu sur les orientations générales du PADD. Orientation générale du PADD. Au plus tard, ce débat doit avoir lieu au plus tard 2 mois avant l'examen du projet de PLU en conseil municipal ou en conseil de l'EPCI, c'est-à-dire l'étape d'après. Donc 2 mois au moins, au plus tard, avant l'examen du projet de PLU. Alors, cette délibération est importante parce que l'article L153-11 du Code de l'urbanisme dispose que, à partir de ce débat, dès lors que ce débat a eu lieu, le maire peut surseoir à statuer sur des demandes de permis de construire ou sur des déclarations préalables. Donc le maire peut surseoir à statuer sur des demandes de permis dès lors que donc le débat sur les orientations du PADD a eu lieu, première condition, et si le projet objet du permis de construire, et si le projet objet du permis de construire, de la demande de permis, est de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur PLU. Donc, vous voyez, ça, c'est un élément juridique. Dès lors que le débat sur les orientations du PADD a eu lieu en conseil municipal, le maire qui est saisi d'une demande de permis de construire peut dire « Ah, je sursois à statuer, je ne refuse pas. Dans l'attente de l'adoption, je sursois à statuer. Le sursis à statuer a une valeur pendant 18 mois. » Vous voyez, si ça dure, si l'adoption du PLU dure 15 ans, comme à Aix-en-Provence tout à l'heure, ça ne va pas durer non plus éternellement le sursis à statuer. C'est renouvelable, je crois, une fois, je vous donnerai la date exacte, une année, je crois. Mais donc, il sursit à statuer en disant, voilà, le débat a eu lieu et le projet que vous me présentez va compromettre l'exécution du futur PLU tel qu'il commence à se dessiner ou le rendre plus onéreuse. Vous voyez, c'est quelqu'un qui dit, voilà, j'aimerais obtenir un permis de construire une maison de 250 mètres carrés. Or, dans le futur PLU tel qu'il se dessine, le terrain est classé zone naturelle inconstructible. Eh bien, le projet qui fait l'objet d'un permis de construire compromet l'exécution du futur PLU. Donc le maire ne refuse pas, il sursoit à statuer, c'est-à-dire qu'il ne répond pas. Et puis il refusera le permis si le PLU est finalement adopté comme il est prévu qu'il soit adopté, c'est-à-dire en créant une zone naturelle. Alors, quatrième élément, quatrième point, le projet de PLU. Il y a eu le débat sur les orientations du PADD, et puis ensuite, le conseil municipal ou le conseil de l'EPCI selon l'organe compétent, la collectivité compétente,
Donc, le conseil de l'organe délibérant délibère sur le projet de PLU. C'est l'article L153-14. Il délibère sur le projet de PLU. Est-ce qu'on est d'accord sur le PLU tel qu'il se dessine? Il y a eu déjà un projet d'aménagement et de développement durable, donc les différents éléments du PLU sont arrêtés. Est-ce que l'organe délibérant est d'accord? Alors, il y a une loi de 2019 qui a, comment s'appelle cette loi là? Vous savez, ils cherchent toujours des termes. Enfin, donc cette loi de 2019 a voulu renforcer les pouvoirs des communes au sein de l'EPCI. C'est-à-dire que pendant, vous voyez, de la loi de réforme de décentralisation de 2010, 16 décembre 2010, jusqu'en 2019, c'est-à-dire pendant 10 ans, on est allé dans une intercommunalité de plus en plus autoritaire, contraignante. Vous voyez, la loi Chevènement de 99 renforce l'intercommunalité, mais laisse les communes faire ce qu'elles veulent un peu. Ce qu'on vous demande, l'État leur demande de coopérer. Vous voyez, un exemple, dans la loi Chevènement de 99, il suffit de 2 communes, quel que soit leur seuil de population, pour créer une communauté de communes. Donc, 2 communes de 400 habitants peuvent créer une communauté de communes. Résultat, c'est que la loi qui cherchait à faire des économies n'atteint pas son objectif. Une communauté de communes de 800 habitants, dans mon exemple, ne fait pas d'économie par rapport à une commune de 500. Et donc, à partir de la loi de 2010, je crois l'avoir déjà dit, hein, par exemple, la loi de 2015 dit maintenant, pour une communauté de communes, il faut 15 000 habitants, avec des exceptions, mais tout ça est contraignant. Et puis, à la fin de la décennie, le législateur dit finalement, on est peut-être allé un peu loin dans les contraintes, donc on desserre un peu les contraintes. C'est le sens de cette loi de 2019. Et cette loi de 2019, donc, c'est codifié sur ce point à l'article L153-15. Donc, cette loi indique que lorsque l'une des communes membres de l'EPCI émet un avis défavorable sur les orientations d'aménagement et de programmation, les OAP que j'ai vues plus haut, ou les dispositions du règlement qui la concernent directement. Vous voyez, c'est un PLU intercommunal et la commune découvre que son terrain est classé, l'essentiel de son territoire est classé en zone agricole ou zone naturelle, elle n'a plus de perspective d'urbanisation. Ça, c'est le règlement. Donc, elle émet un avis défavorable. Eh bien, l'organe délibérant de l'EPCI devra délibérer à nouveau sur le projet de PLU et arrêter le projet de PLU à la majorité des 2 tiers des suffrages exprimés. Ce qui ne va pas être aisé quand même. Hein. Ce n'est plus la majorité simple. Pour le territoire en cause, pour surmonter donc l'avis défavorable de la commune concernée, il faudra un vote à la majorité des 2 tiers du conseil de l'EPCI. Le projet de PLU, qui est approuvé par l'organe délibérant, est soumis à différentes personnes publiques. La liste en est donnée aux articles, c'est l'article 153-16, complété par l'article R153-3. Donc ce projet est soumis pour avis à un certain nombre de personnes publiques, notamment les personnes publiques qui sont associées. Il y a un certain nombre de personnes publiques qui sont associées au projet, par exemple le département. Il est soumis également pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Il y a une commission départementale des espaces, de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Eh bien, cette commission doit être saisie lorsque le projet de PLU a pour effet de réduire les surfaces naturelles et agricoles. Cette commission départementale a pour objet essentiellement de protéger l'activité agricole. Donc, si le PCI ou la commune adopte un PLU qui réduit les zones agricoles, c'est mauvais pour les agriculteurs, eh bien, la commission départementale doit être saisie pour avis. Toutes ces collectivités ne donnent qu'un avis simple, hein, ce n'est pas un avis conforme, elles ne peuvent pas bloquer l'adoption du PLU. Ces personnes, publiques associées, doivent rendre leur avis dans un délai de 3 mois. Si elles ne le rendent pas dans les 3 mois, leur avis est favorable. Alors,
Cinquième point, quatrième élément de la procédure, donc après la délibération prescrivant l'adoption du PLU, le débat sur les orientations du PADD, la délibération approuvant le projet de PLU. Étape suivante, quatrième étape, c'est-à-dire le cinquièmement dans mon plan, l'enquête publique. Cinquièmement, donc, l'enquête publique. Article L153-19, article L153-19, le projet de PLU est soumis à enquête publique. Donc, le projet de PLU est soumis à enquête publique, conformément au Code de l'environnement, le chapitre 3 du titre, etc., etc., par le président de l'EPCI ou la commune ou le maire si le PLU est resté communal. Donc, le projet est soumis à enquête publique. Alors, cet article L153-19, vous voyez, renvoie pour l'enquête publique au Code de l'environnement. Alors, c'est parce qu'il y a eu une réforme, alors je ne me souviens plus de la date, je suis incapable, j'ai aucune idée, même, ça m'a complètement sorti de l'esprit. Mais il y a eu une réforme qui a été opérée il y a une petite dizaine d'années qui a fusionné les enquêtes publiques. Il y avait des enquêtes publiques qui étaient prévues par le Code de l'urbanisme, par le Code général de la propriété des personnes publiques et par le Code de l'environnement. Alors, il y a des projets qui étaient soumis aux deux enquêtes selon qu'ils avaient, vous voyez, en matière d'expropriation, par exemple. Euh, il y avait l'enquête publique prévue par le Code de l'expropriation et puis l'enquête publique prévue par le Code de l'environnement quand le projet avait une incidence sur l'environnement. Donc, il fallait distinguer dès lors qu'il y avait expropriation avec incidence sur l'environnement, sans incidence. Enfin, c'était très compliqué. Et pareil en urbanisme. Et donc, c'est pour ça que le Code de l'urbanisme, vous voyez, en matière d'enquête publique, renvoie au Code de l'environnement. Et l'article L123-12 du Code de l'environnement, c'est normal, hein, je vais dans le Code de l'environnement puisque l'article L153-19 du Code de l'urbanisme renvoie au Code de l'environnement. Donc cet article L153-12 indique donc après l'enquête publique, donc il y a une délibération du Conseil qui prend en compte, qui tire les résultats de l'enquête publique, sachant que l'enquête publique donc, est dirigée par un commissaire enquêteur qui entend les gens, hein, il entend les observations des propriétaires, des habitants intéressés, des associations, et il, il va émettre des conclusions, le commissaire enquêteur, soit favorable sur le projet, soit défavorable, soit favorable avec réserve. L'article 153-12 n'impose pas que l'examen des conclusions défavorables du commissaire enquêteur, c'est pas très bon. Vous voyez, si le commissaire enquêteur dit, moi je pense que c'est pas un bon plan, il prévoit beaucoup trop d'ouverture de zones à l'urbanisation, alors que les projections qu'on a sur l'augmentation de la population ne le justifient pas, par exemple. Eh bien, cet article 123-12 n'impose pas que l'examen des conclusions défavorables fasse l'objet d'une réunion distincte de celle au cours de laquelle le conseil municipal approuve la modification du PLU, telle qu'il résulte de l'enquête publique. Parce que, naturellement, pour tenir compte de l'enquête publique, le projet de PLU qui a été approuvé dans la délibération précédente, le projet de PLU peut faire l'objet de modifications. Sinon, l'enquête publique ne servira à rien. Hein, si on laisse les gens, on leur dit, ben, voyez, vous allez pouvoir venir en mairie à trois ou quatre reprises et puis rencontrer le commissaire enquêteur et faire part de vos remarques et observations, oppositions, etc. Si ça n'avait aucun effet, ben, ce n'est pas la peine. Donc, la jurisprudence prévoit bien admet que le projet de PLU qui fera l'objet d'une approbation peut être différent de celui qui a été soumis à enquête publique pour tenir compte justement des résultats de cette enquête. Mais il y a deux conditions. Deux conditions. Première condition, il ne faut pas que l'économie générale du PLU soit remise en cause. Donc, je tiens compte des observations qui ont été faites lors de l'enquête publique par les personnes intéressées, mais j'en tiens compte, mais il ne faut pas que ça remette en cause l'économie générale du projet de PLU. Sinon, il faut reprendre toute la procédure.
Et seconde condition, il faut que les modifications proposées procèdent de l'enquête publique. Il ne peut pas dire, ah ben au fait, je vais modifier, mais ça n'a aucun rapport. Non, il faut que ça procède des observations qui ont été faites par la population, par le commissaire enquêteur dans l'enquête publique. Voilà, il dit, bon, la zone urbaine fait 80 hectares, il me semble qu'à 75, compte tenu de la projection, ce serait suffisant. Ça, c'est une modification qui peut être apportée et qui tient compte de l'enquête publique. Alors, il y a une jurisprudence assez régulière, et moi, je ne peux pas entrer dans le détail ici. Si vous aviez une question qui vous était posée, ben, il faudra aller voir Légifrance, puis voir qu'est-ce qu'une modification qui ne modifie pas l'économie générale du projet. Vous voyez, par exemple, euh, je peux citer un arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon, Cour administrative d'appel de Lyon, 25 août 2020, numéro 19 LY 03239, donc 19 LY 03239. Et dans cet arrêt, donc il s'agissait du PLU, de Neuvecelle, j'en ai déjà parlé, c'est en Savoie, ou Haute-Savoie, je ne sais plus, j'en ai parlé la semaine dernière, j'ai déjà cité cette commune. Euh, et, et donc dans cette procédure, hein, le PLU qui a été soumis à enquête publique a été modifié, en tout cas celui qui a été voté donc, par le PLU, approuvé par le conseil municipal, est différent de celui qui a été soumis à enquête publique, mais la Cour administrative d'appel constate que les modifications sont mineures, notamment, vous voyez, le projet adopté prévoit de retarder l'urbanisation d'un secteur par rapport au projet qui avait été soumis à enquête publique, mais il ne s'agit que d'un décalage de 2 années. Et le projet de PLU disait, voilà, tel secteur sera une zone AU et sera ouverte à l'urbanisation à cette période. Et après enquête publique, ben, cette ouverture a été retardée de 2 années. La Cour administrative estime que c'est une modification mineure. Il y a une OAP qui a été supprimée par rapport au projet qui a été soumis à enquête publique. Mais elle ne portait que sur un terrain d'une superficie de 3 hectares, c'est-à-dire rien. La commune fait 500, 600 hectares. 3 hectares sont affectés par la suppression de cette OAP qui prévoyait la construction de 7 logements. C'est une modification mineure et qui, par ailleurs, procède de l'enquête. Il y a des habitants qui ont dit ah, pourquoi créer des logements ici, etc. etc. Et le commissaire enquêteur en a tenu compte. Mais ce n'est qu'un exemple. Il y a une jurisprudence abondante sur ces questions de modification mineure qui procèdent de l'enquête publique. Dernière étape, c'est mon sixièmement, approbation du PLU. Approbation du PLU. Article 153-21 qui confirme ce que je viens de vous dire. À l'issue de l'enquête publique, le PLU éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier. Les avis, c'est les avis des personnes publiques consultées. J'en ai parlé il y a 5 minutes. Des observations du public, du rapport du commissaire enquêteur. Donc, à l'issue de l'enquête, le PLU, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier des observations du public, du rapport du commissaire enquêteur, le PLU est approuvé par le conseil de l'EPCI ou le conseil municipal. Avant de devenir exécutoire, avant que le PLU ne devienne exécutoire, c'est-à-dire applicable, obligatoire, il faut s'assurer qu'il est compatible avec le SCOT. Il faut s'assurer qu'il est compatible avec le SCOT. C'est le document que j'ai vu auparavant et je vous ai dit que eh bien, le SCOT a de plus en plus d'importance, même si toute commune n'est pas couverte par un SCOT. Mais je l'avais dit à un endroit, hein, c'est l'article 142-8, je crois, que quand une commune n'est pas couverte par un SCOT, ben, ses possibilités d'ouvrir de nouvelles terres à l'urbanisation est limitée. Et donc, il faut s'assurer que le PLU est compatible avec le SCOT, ou s'il ne l'est pas, eh ben, avec les règles d'urbanisme, et le préfet a les moyens d'imposer à la commune des modifications. Lorsque le PLU n'est pas couvert par un SCOT,
Parce qu'on suppose que s'il est couvert par un SCOT, eh bien, quand le préfet a approuvé le SCOT, il a pris en compte les éléments fondamentaux de la politique d'urbanisme. Si la commune n'est pas couverte par un SCOT, ces éléments, le préfet n'a pas pu les prendre en compte puisqu'il n'y a pas de document. Donc le préfet pourra demander à la commune qui lui présente le PLU qu'elle a adopté, il pourra demander donc des modifications qui lui paraissent nécessaires pour tenir compte d'un certain nombre de principes fondamentaux que l'article L153-25 énumère. Je ne vais pas tous vous les donner. Exemple, le préfet peut demander une modification du PLU. C'est un des 7 exemples, 7 hypothèses de l'article L153-25. Donc, le préfet peut demander donc à la commune ou à l'EPCI de modifier le PLU qu'il lui présente parce que celui-ci compromet gravement les principes énoncés à l'article L101-2. C'est les principes que j'ai vus au tout début du cours. C'est les principes de la politique d'urbanisme. Un document d'urbanisme doit être adopté dans le respect de ses objectifs fixés à l'article L101-2. Équilibre entre le urbain et le rural, lutte contre l'étalement urbain, mixité sociale, préservation des espaces naturels, etc., etc. Je vois une lèvre. C'est le bon vieux temps du Covid. Alors, je regarde, il faut que je retrouve mon fil de discussion. Ou alors, oui, vous voulez dire quelque chose, monsieur Oumanian? Oui, en fait, je voulais juste vous demander, du coup, le préfet, il ne peut demander ces modifications que s'il n'y a pas de SCOT qui s'applique à la commune. Oui, oui, parce D'accord. que, voilà, oui, mademoiselle, parce que s'il y a un SCOT, eh ben, ces principes ont dû être respectés au moment de l'approbation du SCOT. Et donc, à l'époque, pour l'avoir dit d'ailleurs, le préfet pouvait demander des modifications parce que le SCOT ne respectait pas ces principes. Donc, comme il n'y a pas de SCOT, il n'a pas pu demander le respect de ces principes, ben, il demande à ce stade. Et alors, il faudrait regarder, ça j'avoue que je n'ai pas de jurisprudence, sur les principes énoncés à l'article L101-2. Je vous avais dit au tout début du cours que ces principes ont une valeur juridique, hein. Je vous avais donné des exemples d'arrêts qui n'annulaient pas un document d'urbanisme parce qu'il ne respectait pas ces principes, mais qui contrôlaient. Je me souviens d'avoir cité, je crois, un arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon. Vous voyez, le propriétaire ou un habitant attaque le PLU qui soutient que un des principes qui est à l'article L101-2 est méconnu par le PLU. La Cour administrative n'annule pas, hein, mais elle vérifie. Elle dit non, là, il n'y a pas de méconnaissance parce que ça doit s'apprécier globalement, etc. Bon, là, il faudrait regarder s'il y a de la jurisprudence, hein. Je ne pense pas qu'il y ait de jurisprudence sur ce point, mais par exemple aussi, euh, dans les sept, dans les 7 hypothèses dans lesquelles le préfet peut demander une modification, par exemple, sont également de nature à compromettre si le PLU est de nature à compromettre la réalisation d'un programme local de l'habitat, eh bien, le préfet peut demander des modifications. J'avais parlé à une ou deux reprises de ce programme local de l'habitat. Euh, et alors, là, j'ai eu un doute parce que j'ai cité un arrêt il y a 15 jours ou 3 semaines. Et là, j'ai mis sous les yeux, j'ai 9 ans, mais je crois que je vous ai dit que ça a changé. Il y a une loi il y a 2 ans c'est la loi climat et résilience, je crois, qui a réduit ce délai à 6 ans. Donc, 6 ans après l'adoption du PLU, ou sa dernière révision, euh, le PCI ou la commune doit évaluer le PLU. C'est-à-dire, elle doit procéder à une analyse, la commune ou le PCI doit procéder à une analyse des résultats de l'application du plan, notamment au regard des objectifs qui sont visés à l'article L101-2, c'est-à-dire les objectifs de la politique d'urbanisme. Et cette analyse donne lieu à une délibération. Je vous l'avais dit parce que j'ai cité plus haut, alors je ne sais pas pourquoi je l'ai cité plus haut d'ailleurs, mais dans un arrêt de l'année dernière, le Conseil d'État donc s'est prononcé parce que dans euh, la collectivité donc, qui a adopté le PLU doit l'évaluer et donc le PLU doit comporter des indicateurs qui permettent cette évaluation. Et je crois que vous avez cité un arrêt dans lequel le Conseil d'État juge que l'absence de ces indicateurs rend le PLU illégal en tant qu'il n'a pas prévu les indicateurs, mais ne le rend pas complètement illégal. Je crois que j'ai cité cet arrêt à un endroit du cours. Euh, Paragraphe 7,
la révision et la révision et la modification du PLU. La révision et la modification du PLU. Donc, l'article L153-3, l'article L153-3 énumère les hypothèses dans lesquelles la collectivité compétente, donc hypothèses dans lesquelles la collectivité compétente doit suivre la procédure de révision, qui est une procédure plus lourde que la procédure de modification. Donc le PLU a été adopté, la collectivité envisage de le modifier. Eh bien, en principe, et il y a une liste d'hypothèses, enfin je dis en principe, ce n'est pas tout à fait vrai d'ailleurs, parce que les modifications les plus importantes, dont la liste est donnée par le code, doivent passer par une procédure de révision du PLU, qui est une procédure identique à la procédure d'adoption du PLU. Donc, c'est une procédure assez lourde qui peut prendre du temps. Vous voyez, tout à l'heure, avec Aix-en-Provence, ça a duré 15 ans ou 13 ans. Et si on n'est pas dans une des hypothèses visées à l'article 153-31, enfin 33, L153-33, mais également L153-1, eh bien, L153-31 et suivant, eh bien, si on n'est pas dans une de ces hypothèses, c'est la procédure de modification qui est une procédure plus souple qui s'applique. Alors, grand A, la révision du PLU. Je vous donne simplement le cadre. Hein. Grand A, la révision du PLU. Quand est-ce que la collectivité donc compétente doit suivre la procédure plus lourde de révision? Donc, les hypothèses nous sont données à l'article L153-31. Par exemple, si elle envisage de changer les orientations définies par le PADD. Je l'ai dit, hein, le projet d'aménagement et de développement durable, c'est ce qui détermine, c'est la stratégie donc, de la collectivité. Pourquoi elle adopte un PLU? Donc vous comprenez que si elle change ses orientations, c'est une décision lourde et donc elle doit être menée à bien selon une procédure identique à la procédure d'adoption, c'est-à-dire la procédure de révision. Autre hypothèse, la collectivité souhaite réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle. Ben là encore, on cherche à protéger les zones agricoles, naturelles et forestières. Ben, si dans le PLU adopté 3, 4 ans, 5 ans plus tard, la collectivité souhaite réduire ces zones protégées, il faut recourir à la procédure de révision. Autre exemple, la collectivité souhaite réduire une protection édictée en raison de risques de nuisance ou en raison de la qualité des paysages. Donc, il y a des éléments de protection dans le PLU qui protègent les paysages, qui réduisent les possibilités de construire parce qu'il y a des risques de nuisance. Eh bien, si la collectivité souhaite assouplir ces conditions, il faut qu'elle recourt à la procédure de l'urbanisation. Quatrième hypothèse, il y en a 5. Hein, 5 hypothèses dans lesquelles c'est la procédure de révision qui s'applique. Quatrième hypothèse, la collectivité souhaite ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser. Donc, la collectivité souhaite ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser. Et quand j'ai vu les zones AU, j'ai vu qu'il y a 2 catégories de zones AU et l'une exige une procédure de modification ou de révision. Donc, ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les 9 ans suivant sa création, n'a pas été ouverte à l'urbanisation. Donc, les terrains étaient classés en zone AU dans le PLU, mais 9 ans plus tard, il ne s'est rien passé ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions foncières significatives. Eh bien, pour l'ouvrir à l'urbanisation, il faudra recourir à la procédure de révision. Et dernière hypothèse, la collectivité devra recourir à la procédure de révision si elle souhaite créer des OAP, des orientations d'aménagement et de programmation, valant création d'une zone d'aménagement concerté. Une zone d'aménagement concerté, c'est une zone d'aménagement qui fait l'objet d'un programme global. Donc la révision, la procédure de révision est décrite aux articles L153-32 et suivants, article L153-32 et suivants, et ça reprend la procédure que je viens de voir pour la procédure d'adoption d'un PLU. Ça commence par une délibération qui prescrit la révision du PLU. C'est l'article L153-32.
Et puis après, les orientations du PADD, etc., etc. Enfin, les procédures que je viens de décrire. Euh, si on n'est pas dans une de ces 5 hypothèses, si on n'est pas dans l'une de ces 5 hypothèses qui exigent la révision, alors la procédure de modification s'applique. Donc, grand B, la modification. Alors, l'article L153-37, l'article L153-37 dispose que c'est le président de l'EPCI ou le maire qui établit le projet de modification. Et ensuite, les articles suivants envisagent donc une procédure de modification de droit commun, une procédure de modification de droit commun, et puis une procédure de modification simplifiée. Alors, là encore, pour ce qui est de la procédure de droit commun, donc il y a différentes hypothèses dans lesquelles cette procédure doit être appliquée. Par exemple, l'organe délibérant doit recourir à la procédure de modification de droit commun si il souhaite diminuer les possibilités de construire, telles qu'elles apparaissent dans le projet, dans le PLU. Donc, si le conseil municipal ou le conseil de l'EPCI souhaite réduire les possibilités de construire, ça exige de modifier le PLU. Ce n'est pas une révision, c'est la modification de droit commun. Ou, par exemple, également, majorer de plus de 20% les possibilités de construction existant dans une zone. Donc, la zone est constructible, mais la commune souhaite augmenter de 20% ses possibilités de construire. Donc, il faut changer les règles relatives à la hauteur, au gabarit. Eh bien, ça exige une procédure d'utiliser la procédure de droit commun. Et la procédure de modification simplifiée, eh bien, elle joue dans toutes les autres hypothèses. Si on n'est pas dans une hypothèse de procédure de révision ou de procédure de modification simplifiée, de modification de droit commun, c'est la procédure de modification simplifiée qui s'applique. C'est le cas notamment quand il s'agit de modifier une erreur matérielle. Le PLU est affecté d'une erreur matérielle, eh bien, il n'est pas nécessaire de reprendre la procédure de révision ou la procédure de droit commun, la procédure de modification simplifiée. Je vous donne un exemple. C'est un arrêt du Conseil d'État du 31 janvier 2020. Conseil d'État, 31 janvier 2020, numéro 413 634. 413 634, l'arrêt est mentionné dans l'étape du recueil Le Bon. Donc, dans cette affaire, c'est le conseil municipal d'une commune des Hautes-Alpes, c'est la commune de Thorame, Thorame. Donc, ce conseil municipal donc, a approuvé le PLU et il a décidé donc de procéder à une modification simplifiée parce que le PLU adopté, donc, sur le territoire de la commune, il y a une entreprise qui exploite une carrière. Donc, il y a une entreprise qui exploite une carrière et il n'est pas question de supprimer cette activité. Or, et d'ailleurs, dans les documents, quel est le document le rapport de présentation que j'ai vu, hein, c'est un élément du PLU, le rapport de présentation, les OAP, le PADD envisagent l'exploitation de la carrière, qui est l'activité économique essentielle de la commune. Donc, dans le rapport de présentation, dans le PADD, dans les OAP, il y a une OAP, l'exploitation de la carrière est acquise. Mais dans le règlement du PLU adopté, dans le règlement du PLU qui est adopté, eh bien, la possibilité d'exploiter une carrière n'est plus permise dans le terrain qui est classé en zone naturelle, là où se trouve la carrière. Donc, l'exploitant devrait fermer sa carrière. La commune estime qu'elle a commis une erreur. C'est une erreur matérielle puisque les différents éléments structurants du PLU évoquent le maintien de la carrière, qui n'est pas seul le règlement du PLU, la délimitation de la zone naturelle empêche l'exploitation de la carrière. Donc, le conseil municipal décide, par une procédure de modification simplifiée, de modifier
les règles applicables à la zone naturelle pour permettre l'exploitation de la carrière. Alors, un habitant attaque la délibération qui a approuvé la modification simplifiée et soutient sans doute qu'il aurait fallu réviser parce que on était dans, vous savez, une des 5 hypothèses de révision, réduction d'un élément de protection, d'une zone protégée. Mais le Conseil d'État écarte l'argument parce qu'il apparaît qu'il n'y a pas de réduction de la protection d'une zone qui mérite protection. C'est tout simplement qu'il y a eu erreur matérielle. Tous les éléments du PLU indiquent qu'on voulait maintenir l'exploitation de la carrière. Simplement, on a oublié de le préciser dans les activités autorisées en zone naturelle. C'est une erreur matérielle. Elle peut être modifiée donc, par la procédure de modification simplifiée. Alors après, je ne rentre pas dans le détail, savoir quelle est la procédure de modification de droit commun, la procédure de modification simplifiée. Pour ce qui est de la procédure de modification simplifiée, ben, c'est une délibération du conseil municipal qui décide de modifier, de rectifier l'erreur matérielle. Pour ce qui est de la procédure de modification de droit commun, eh bien, il y a possibilité, par exemple, d'approuver la modification et de ne pas passer par le débat sur les orientations sur le projet d'aménagement et de développement durable. Vous voyez, cette étape est supprimée. Et ce qui doit normalement permettre d'adopter plus rapidement le PLU. Alors, chapitre 3, et là je serai plus rapide. Chapitre 3, c'est la carte communale. Carte communale. Alors, section 1, notion. Je vais m'arrêter dans 2 minutes. Hein. Section 1, notion. Alors, la carte communale est un document qui est plus souple que le PLU. Je vous avais dit que quand j'ai vu l'introduction, dans l'introduction, je vous ai indiqué que la carte communale, d'abord, est née dans la réglementation administrative. C'est dans les années 70, donc le ministère avait développé cette notion de carte communale. Et de mémoire, je vous l'ai dit exactement quand je l'avais sous les yeux, mais en 1978, un projet de loi avait été déposé pour institutionnaliser la carte communale, mais il n'avait pas été adopté. Quand en 1983, la loi du 7 janvier 1983 a transféré la compétence en matière de plan d'occupation des sols aux communes, certains avaient indiqué qu'il aurait fallu qu'il y ait un document plus souple que le POS pour les 34 000 communes sur les 38 000 qui n'ont pas les moyens techniques pour adopter, et pas le besoin, d'adopter un document aussi lourd. Mais la loi de 83 n'avait pas prévu donc de document simplifié. Il y avait quand même un poste simplifié à côté du poste de droit commun, mais pas un document d'urbanisme simplifié. Et puis finalement, la carte communale a été créée au début des années 2000. Je pense que c'est dans la loi sur la démocratie de proximité de 2002. Je dis ça de tête, hein. Je crois que c'est cette loi de 2002 qui crée la carte communale. Alors, la carte communale, alors, ça ne veut pas dire que c'est un document souple et moins coûteux, mais ça coûte quand même. Hein. Selon le ministère, j'avais trouvé cette information dans une réponse ministérielle il y a 2 ou 3 ans, réponse du ministre chargé des collectivités territoriales. Pour réviser une carte communale, pas pour l'adopter, pour la réviser, eh bien, il faut compter à peu près le coût de procédure est à peu près est évalué entre, alors la fourchette est large, entre 6 000 et 15 000 euros. Donc, c'est pas et l'adoption d'une carte communale, à mon avis, coûte au moins le double. Vous voyez, c'est pas un acte gratuit. La carte communale comprend un rapport de présentation, comme tout à l'heure dans le PLU, un rapport de présentation, et un ou plusieurs documents graphiques dans lesquels vont être décrits les espaces constructibles et ceux qui ne le sont pas. Elle comporte en annexe, comme le PLU, les servitudes d'utilité publique, c'est-à-dire vous savez, je l'ai vu la fois dernière, hein, si la servitude ne figure pas dans le document d'urbanisme, elle n'est pas opposable 1 an après son adoption ou 1 an après l'adoption du PLU. Par exemple, la commune est couverte par un plan des risques naturels avec des zones rouges dans lesquelles il est interdit de construire. Eh bien, cette servitude, cette restriction au droit de construire, doit être annexée au PLU pour être opposable aux pétitionnaires. Comme le PLU, la carte communale doit bien sûr respecter les principes de la politique d'urbanisme qui sont énoncés aux articles L101-1 et suivants, notamment l'article L101-2 que j'ai vu tout à l'heure, sur l'équilibre entre l'urbain et le rural, la lutte contre l'étalement urbain, la mixité sociale, la préservation des ressources naturelles, enfin toutes les numérations qui figurent à cet article L101-2 du Code de l'urbanisme.
La carte communale est un document qui est plus souple que le PLU parce qu'une carte communale peut se contenter de distinguer les secteurs qui sont constructibles et ceux qui ne le sont pas. C'est binaire. Donc la carte communale va dire, voilà, tel secteur est considéré comme constructible et tel autre ne le sont pas. Euh, Simplement, le code nous indique que c'est l'article L161-4, article L161-4, que dans les secteurs qui ne sont pas constructibles, il y a des exceptions. Exceptions qui recouvrent assez largement ce que j'avais vu pour le règlement national d'urbanisme. J'avais dit, en dehors des espaces urbains, les terrains ne sont pas constructibles, hein, donc quand la commune n'a pas de document d'urbanisme. Mais il y a des exceptions. C'est les mêmes ici à peu près. Par exemple, sont possibles dans les secteurs non constructibles l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension de constructions existantes. Adaptation, changement de destination, réfection, extension de constructions existantes. La carte communale a délimité un secteur constructible et puis il y a une maison qui est à 150 mètres des espaces constructibles, bah, cette maison peut faire l'objet d'adaptation, de changement de destination, de réfection ou d'extension, ou construction d'annexes également. Autre exception, les constructions et installations nécessaires aux équipements collectifs, nécessaires à l'exploitation agricole. Vous voyez, c'est les mêmes choses que dans le règlement national d'urbanisme. Nécessaires à la mise en œuvre, à la mise en valeur de ressources naturelles, à l'exploitation d'une carrière, comme dans l'exemple tout à l'heure. Alors, cela étant, la carte communale peut se contenter donc de distinguer les secteurs constructibles et ceux qui ne le sont pas sous réserve de ces exceptions, mais la commune, si elle le souhaite, peut aller plus loin, vous voyez. Elle peut dire, voilà, fixer des règles de constructibilité dans les zones constructibles. Elle n'est pas obligée de le faire, mais elle peut le faire. Dire, voilà, dans tel quartier, le secteur est constructible, mais les maisons ne devront pas faire plus de 2 étages, etc. C'est possible, ça. Ce n'est pas obligatoire. La carte communale n'est pas illégale au motif qu'elle ne prévoit pas ces dispositions, mais la commune peut aller plus loin. Naturellement, il y a un contrôle du juge sur la délimitation de la carte communale, délimitation, et les secteurs constructibles sont pour l'essentiel les secteurs qui sont déjà construits. La carte communale ne peut pas projeter au-delà des secteurs de l'enveloppe urbaine, de l'enveloppe construite. Admettons qu'il y ait quelques maisons, à l'intérieur il y a 2 groupes de maisons séparés par 100 mètres, 80 mètres. Dans cet interstice, il sera possible de prévoir que c'est constructible. Mais il ne serait pas possible d'étendre, d'étaler pour agrandir les espaces constructibles. Je verrai, il est 58, je vais m'arrêter quelques minutes. Je verrai dans la section 2 donc la procédure d'adoption de la carte communale. Je serai assez rapide parce que la procédure est assez légère. La question que je me pose, c'est est-ce que j'arrête temporairement ouais, je peux arrêter temporairement l'enregistrement et je le reprendrai après la pause. Voilà, attendez,